Mais le problème de la démocratie, c'est que par nature, elle fait espérer. Elle fait rêver, elle fait espérer, et donc c'est insatiable. Regardez le slogan, le joli slogan de Mitterrand de 80, « Changer la vie ». Bon, on ne peut pas changer la vie des gens, on peut l'améliorer, on peut la transformer, on ne peut pas changer le fait que les gens meurent à la fin, quoi, vous voyez. Donc on est toujours en train de naviguer entre les deux, mais je ne crois pas qu'il y ait une opposition systématique tout le temps. Il faut combiner. Mon père, Jean Védrine, m'a transmis énormément. Il a été fait prisonnier comme tout le monde, toute l'armée de terre. Il s'est retrouvé dans un camp de prisonniers. Il a été rapatrié comme étant mourant du typhus, mais il n'est pas mort. Et après, il a été s'occuper des copains restés dans les camps, comme il disait. Donc il était travaillé dans un organisme social qui était à Vichy, mais pas dans le gouvernement, qui s'appelait le Commissariat aux prisonniers. C'est là où il a connu d'ailleurs François Mitterrand, qui lui-même s'était évadé. Quand les Allemands ont imposé le retour de Laval, cette petite équipe du commissariat aux prisonniers a commencé à être semi-clandestine, puis résistante. On a une transmission directe de la guerre dans ce cas-là tragique, dans la complexité. Et en quelque sorte, j'ai été vacciné contre le simplisme, contre le manichéisme. Donc j'étais plongé pas dans l'histoire médiévale, mais dans l'histoire contemporaine tout de suite. Mitterrand et mon père se sont connus avant d'être mariés pendant la guerre. Il y a une relation extraordinaire. Quand ils s'envoient des billets pendant la guerre, ça se termine par « que Dieu te garde ». Je suis entré à l'ENA, j'ai fait le stage de préfecture, je vais aller voir François Mitterrand pour lui dire que j'aimerais travailler avec lui. Mon père me fait une lettre pour lui disant « il y a longtemps que tu n'es pas venu dans notre maison de la Creuse, que tu aimes tellement, tatata ». Bon, j'ai une lettre, il me reçoit, il me parle de ma famille pendant une demi-heure. Puis à la fin, il me dit « bon, je vais avoir besoin de vous » et puis il me met dans plein de trucs. J'ai aucune compétence à l'époque, sauf l'envie d'être là où des choses vont se passer. Donc je suis propulsé. Par Mitterrand, on est donc en 73, avant l'élection de 74, et il veut recruter un maximum de gens, de jeunes. Et Mitterrand s'était mis en tête de me faire élire dans la Nièvre, pour prendre sa succession. Le 10 mai au soir, 81, il me dit « je vais avoir besoin de vous ». Parce que je suis à Château-Chinon. Ma femme et moi, on avait voté à Saint-Léger-des-Vignes, où j'étais élu. On est monté à Château-Chinon. Et après l'annonce du succès, il vient vers nous, il fait ce geste. Il dit « vous vous rendez compte de ce qui nous arrive ?» Ça, c'est sa formule après l'allocution à la mairie. Et tout de suite après, il me dit « prenez contact demain matin », il me donne le nom de la secrétaire de l'époque. Je l'appelle. Elle me dit « tu dois aller à l'antenne présidentielle ». C'était une sorte d'organisme intermédiaire avant l'entrée à l'Élysée, dirigé par Bérégovoy, que je ne connaissais pas. J'arrive, il me dit « c'est toi, Védrine ?» « oui, c'est moi. Voilà, il faut que tu répondes à tout ça. » Il me donne une valise de télégrammes de félicitations. Et je me retrouve chez moi tout seul, en disant « mais comment on fait pour répondre à un pape ?» À l'Élysée, il y avait quand même 7-8 personnes qui avaient des expériences ou des relations internationales. Et donc, il m'a fallu un an et demi pour devenir le hub du système, en vrai, par rapport à ça. Il m'a mis à l'essai parce que les gens attendaient un grand ambassadeur prestigieux, en fait. Mais au Quai d'Orsay, ils étaient très à droite, enfin, globalement à droite, enfin giscardiens. Donc ils avaient voté contre Mitterrand. Les vieux gaullistes trouvaient que Mitterrand était moins pire que Giscard, mais qu'il était trop vieux pour être nommé dans un job où il faut travailler 20 heures par jour. Et la gauche, c'était anti-Mitterrand, c'était la deuxième gauche, en fait. Donc c'est un peu ma chance. Enfin, je l'ai compris qu'après, ça. Donc il dit, tiens, le fils de Jean, qui a beaucoup voyagé, qui adore les choses internationales, on va essayer. Soviétiques mettent des missiles nucléaires à moyenne portée en Europe de l'Est pour menacer l'Europe de l'Ouest. C'est les SS-20. L'Alliance Atlantique dit soit vous retirez vos missiles, soit on met des missiles américains en face. La gauche en Europe, à la trouille, à l'époque, il y a un slogan qui est plutôt rouge que mort. Donc ils disent qu'il ne faut surtout pas résister à l'URSS. Et comme Mitterrand a une position ferme, il ne croit pas tellement à la sécurité collective, mais il croit à l'équilibre des forces. Le chancelier allemand Helmut Schmidt, il dit « venez faire un discours au Bundestag parce que vous aurez une influence
sur la gauche allemande. Entre-temps, il y a un changement à Bonn, c'est plus Helmut Schmidt, mais Helmut Kohl. Mais Mitterrand va faire ce discours, il fait un discours magnifique, très beau discours sur l'équilibre des forces. Et d'ailleurs, il a gagné, parce que la gauche européenne s'est ressaisie par rapport à ça. Il y a une formule géniale qu'on attribue au discours, mais qui a été prononcée plusieurs mois après, qui a été trouvée par mon adjoint de l'époque, Jean-Michel Gaillard, qui a dit « les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest ». Quand Helmut Schmidt lui dit « je ne verrai jamais la réunification de l'Allemagne », en octobre 81, Mitterrand lui dit « vous êtes trop pessimiste, je ne crois pas. Dans 15 ans maximum, peut-être moins, l'Union soviétique sera tellement affaiblie qu'elle ne pourra plus empêcher la réunification. » C'était ça le sujet, le blocage. Finalement, ça a eu lieu en 90, ça démarre en 89. Donc on a ça en tête, sans arrêt. Mais quand il faut gérer le changement, évidemment, il faut s'assurer que ça se passe dans des conditions correctes, pacifiques, démocratiques, et que ça ne met pas en péril l'Europe après. Donc j'ai vécu tous les épisodes, quasiment heure par heure, jour par jour, dans cette période. En 85, quand le Politburo épuisait tous les vieux crabes gâteux là, pour avant, donc ils mettent Gorbatchev, qui veut vraiment tout changer, mais de façon brouillonne. Et le malheureux, comment recréer une économie qui fonctionne à partir des ruines de l'économie soviétique? Personne ne sait faire ça. Donc c'est perestroïka. Il libère la parole, glasnost. Il se crée des tonnes de journaux qui attaquent Gorbatchev aussitôt. Donc il est affaibli. Mais je ne sais pas si Mitterrand croit dans Gorbatchev, mais il pense que c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Que compte tenu de l'URSS qui aurait pu devenir très dangereuse à la fin, Gorbatchev, c'est génial pour nous. Donc il l'accompagne. Mais il espère que ça va marcher. On ne peut pas dire qu'il croit dans Gorbatchev, mais pour Gorbatchev, c'est hyper important qu'à l'Ouest, il y ait quand même un grand dirigeant qui trouve que ce qu'il fait, c'est ce qui peut arriver de mieux à l'Europe. Et Thatcher aussi, qui n'était pas contre au début. Donc il y a une relation énorme, très très forte entre eux, mais évidemment ça ne marche pas. Et finalement, Gorbatchev est évincé parce qu'il y a le signe pour la Russie, les Ukrainiens, les autres se mettent d'accord pour liquider l'URSS. Et donc on arrive dans la période suivante. Mais je pense que la désintégration de l'URSS a été très bien gérée. La réunification allemande très bien gérée. La Russie après très mal gérée, par les Américains notamment. Et la désintégration de la Yougoslavie mal gérée aussi. Mitterrand voulait faire un geste pour protéger Sarajevo en quelque sorte. Mais il ne voulait pas plus que les autres entrer dans la guerre. Il pensait qu'il fallait tout faire pour que la désagrégation se passe le moins mal possible. Mais il aurait fallu préparer ça depuis la mort de Tito, 10 ans avant. C'était évident que les Serbes que Tito avait découpés en morceaux allaient se rebeller. Il aurait fallu préparer, consulter, faire des... Bon. Quand on est devant la crise en 90, malheureusement, c'était très mal géré par les Yougoslaves, par les Européens, par les Russes, par le pape, par les États-Unis, par tout le monde. C'était absolument tragique. Ici, je peux faire quelque chose symboliquement. Donc il y va, il prend des risques, parce qu'il aurait pu se prendre un obus sur la tête quand même, hein, en disant ils ne vont pas oser attaquer, ça va sanctuariser un peu Sarajevo. Donc voilà ce qu'il a fait. Si on est raisonnable et responsable, et qu'on ne peut pas engager un pays seul dans une guerre que personne ne veut mener, personne, aucun membre de l'Alliance Atlantique, aucun membre de l'Europe, aucun, et notamment pas les États-Unis, vous n'avez pas le droit d'engager votre pays seul. Vous pouvez vous dire, oui, mais je voudrais faire quelque chose quand même. Vous voyez ? Donc c'est cette démarche-là. En 90, quand Kagame déclenche la guerre civile pour reprendre le pouvoir perdu en 62, quand les Belges sont partis, il y a eu des massacres horribles contre les Tutsis notamment, et beaucoup de Tutsis sont partis en Ouganda. Il revient avec un parti qu'il a créé, le FPR, soutenu par l'armée de l'Ouganda, qui commence à le trouver un peu encombrant chez lui. Alors François Mitterrand prend une décision qu'on peut tout à fait contester, il dit on ne peut pas laisser faire ça, ça va conduire à des massacres monstrueux, compte tenu 62 Belgique, et donc on va bloquer, on va soutenir l'armée rwandaise, reconnue par le monde entier. Hein.
C'est pas un régime génocidaire, reconnu par le monde entier. On est en 90. Donc on bloque, comme ça ils seront obligés de faire un compromis. Donc c'est la politique en 90, 91, 92. En 93 arrive la cohabitation, et Balladur et Juppé disent on assume, on est d'accord, mais il faut aboutir vite à un compromis. Le compromis a lieu, c'est ce qu'on appelle les accords d'Arusha. Les accords sont signés, et la France se retire, sur un succès. À l'époque, on prend ça pour un succès. On est soulagé. Mais les Rwandais, en fait, n'appliquent pas l'accord. Les Tutsis veulent tout prendre et Hutus rien donner. Et finalement, l'avion est abattu, on n'en saura jamais par qui. Le jour où l'avion est abattu, le président vient dans mon bureau, il me dit c'est épouvantable. Tout ce qu'on a fait depuis 90 est fichu par terre, ils vont s'entretuer. Donc la question qui se pose, mais on est en cohabitation, hein. La question qui se pose à Mitterrand, à Balladur, à François Léotard, à Alain Juppé, c'est est-ce qu'on revient? Et là, l'accord entre Mitterrand et Balladur, c'est de dire on est disponible pour revenir, parce qu'on n'est plus là en fait. On est disponible pour revenir, mais on veut l'accord du Conseil de sécurité, pour que ce soit incontestable. Et malheureusement, au Conseil de sécurité, les États-Unis bloquent, parce qu'ils ont peur d'être engagés dans un conflit en Afrique, alors qu'ils sont intervenus en Somalie, et ils ont eu plus de 30, je crois, Marines assassinés dans les rues. Et donc, ils bloquent. Et quand finalement, ils lèvent le blocage, malheureusement, il y a déjà des centaines de milliers de morts, hein, et il y a la résolution du Conseil de sécurité pour faire une opération dite turquoise, qui n'est pas une opération française, qui est une opération ONU, avec la France et le Sénégal. Alors la France vient, mais l'accord Mitterrand-Balladur, c'est on vient mais à côté, pour une durée limitée. Donc la force turquoise a sauvé quelques dizaines de milliers de gens, on va dire, mais même pas des centaines de milliers. On est le seul pays au monde, madame, le seul pays au monde qui est proposé de faire quelque chose. Le seul. Alors que la France n'a aucune responsabilité historique dans l'héritage belge en Afrique centrale. Aucun autre pays n'a proposé quoi que ce soit. Alors je dirais que c'est plus compliqué pour les démocraties, notamment démocraties d'opinion, parce qu'elles sont balancées, écartelées parfois, entre le fait qu'il y a des intérêts vitaux à défendre, de sécurité nationale, d'économie, ceci, cela, et puis le souhait qu'on voudrait que le reste du monde puisse vivre en paix, et il y a des horreurs qu'on voudrait arrêter, ou il y a des droits qu'on voudrait répandre, etc. Et donc les gouvernements démocratiques n'ont jamais de réponse globale à ça. On peut dire, avant les élections, je mettrai l'accent sur les droits de l'homme, par exemple, mais vous ne pouvez pas mener une politique que là-dessus. Un pays n'est pas une ONG, vous voyez, c'est pas un gouvernement n'est pas spécialisé. Donc après, vous avez un choix qui n'est jamais global. Donc c'est pour ça que je reprends les métaphores du chirurgien. Il faut dire, je vais faire le mieux possible, mais il n'y a pas de réponse globale. C'est après, quand vous faites le bilan, en disant, est-ce qu'on n'aurait pas dû s'y prendre autrement, ne pas intervenir du tout, ou autrement, ou plus tôt. Au Rwanda, par exemple, je pense que les accusations sont fausses, mais qu'il ne fallait pas intervenir. Vous voyez, ça c'est longtemps après. Donc on est vraiment dans le domaine du réel, et on a souvent, pas dans la réelle politique théorique, le domaine du réel, et souvent on a le choix entre des mauvaises solutions. Donc on essaie de trouver la moins pire.